Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif à partir de 2 € par mois. Vous pouvez aussi faire un don unique avec PayPal. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Aujourd'hui, je reçois Agathe Ledoux. Elle a sorti un livre qui s'appelle Find Your Norway et on va parler de tourisme en Norvège. Salut Agathe! Salut Anne-Sophie, merci de m'avoir invitée. Ravie de participer à ton podcast. Tout d'abord, je voulais te féliciter pour ton livre qui est super. Déjà, l'objet en soi, le livre est très beau. Ensuite, il est très pratique, il est très bien fait et dès qu'on le reçoit, on a envie de le dévorer. En plus, avec tes magnifiques photos, c'est vraiment très agréable. Et comme je sais que tu l'as fait toute seule en plus, que je crois que tu es auto-éditée, je te félicite encore plus. Avant de rentrer dans les détails de ce livre et de ton expérience de tourisme en Norvège, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, depuis combien de temps tu es en Norvège? Est-ce que tu parles norvégien? Où est-ce que tu habites? Alors déjà, merci beaucoup pour tous ces compliments sur le livre, ça me fait très plaisir. Et du coup, par rapport à mon histoire, je suis arrivée en Norvège en 2016 en tant que Erasmus à Trondheim, donc c'était pour seulement 1 an. Donc je parlais pas du tout norvégien, je parlais aussi très mal anglais, donc j'ai pas pris de cours de norvégien pendant cette année-là. Le but c'était surtout d'améliorer mon anglais et en fait je suis tombée amoureuse de la Norvège pendant cette année-là et j'ai décidé d'y rester en fait. Donc je suis retournée en France pour 1 an après l'Erasmus pour finir mon master. Et pendant cette année-là, j'ai commencé à apprendre le norvégien, j'ai cherché un travail. Et j'ai trouvé un travail en fait juste avant d'avoir fini mon diplôme. Donc voilà, une fois que j'avais fini mon diplôme, j'étais repartie à Trondheim. Donc j'y suis retournée en 2018 et ça fait presque 4 ans du coup que je suis retournée à Trondheim, que j'y travaille en tant qu'architecte et que je voyage un peu dès que je peux. Et maintenant, oui, je parle norvégien. Pour ton travail, c'est en norvégien ou en anglais? C'est en norvégien. Quand j'ai commencé, c'était en anglais. Pour m'adapter entre guillemets, et puis je parlais pas très bien norvégien encore, mais maintenant on fait tout en norvégien. D'accord. Et est-ce que c'est pas le propos du podcast en soi, l'intégration, mais juste une petite parenthèse pour les auditeurs qui seraient en plein apprentissage et qui se posent tout plein de questions. Quelle est ton expérience sur l'apprentissage du norvégien? C'était facile, c'était dur, c'était long, c'était comment t'as fait? Moi j'ai trouvé ça dur, pas parce que la langue est dure, mais parce que tout le monde parle tellement bien anglais que c'est dur de pratiquer le norvégien en fait. De s'y mettre, ouais. Ouais, dès que les gens entendent qu'on parle pas très bien ou que Ils basculent en anglais. Ouais, ils basculent en anglais. C'est vexant quand t'essayes de parler norvégien et qu'on te répond en anglais, tu te dis mais non, mais arrêtez. Exactement, ouais. Donc je trouve que la langue en soi elle est pas dure. C'est juste le fait que tout le monde nous parle anglais, ça c'est dur parce que du coup on pratique pas assez entre guillemets. Ouais, c'est ça qui est difficile à trouver, c'est la pratique, parce que mon chéri est français, donc on parle français à la maison, et même si on essaye de parler norvégien entre nous, ça reste 2 Français qui parlaient mal norvégien, qui parlent norvégien ensemble, donc on sait pas quand est-ce qu'on fait des fautes et tout, enfin ça sert pas à grand chose. Non, exactement. Et c'est difficile, en plus moi j'étais freelance et tout, donc je travaillais à la maison. Comme je parlais pas bien, du coup exactement comme toi, quand j'étais amenée à travailler, je le faisais en anglais, enfin c'est difficile finalement, à part autour d'un dîner avec les amis, c'est difficile de trouver des situations pour pratiquer le norvégien en fait. Oui, c'est vrai. Comment tu as commencé à voyager en Norvège? C'était pendant tes week-ends, tes vacances, et puis l'idée de ce livre t'est venue au fur et à mesure? Comment ça s'est passé? Alors en fait, ça a commencé donc quand j'étais en Erasmus, c'était ma première fois en Norvège. Et je voulais vraiment, en fait, je pensais que j'allais être en Norvège, pour 1 an dans ma vie. Il fallait que je fasse le plus possible. Je pensais pas du tout que je reviendrais. Donc j'ai vraiment organisé le plus de voyages possible parce que j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir, des amis, la famille, etc. Donc j'ai organisé des voyages quand j'avais des visiteurs un peu dans tous les coins de la Norvège. Et j'ai organisé mes voyages avec ce que j'ai trouvé sur Internet, avec les guides de voyage classiques. En fait, et j'ai fait un peu tous les endroits de touristes entre guillemets. Et maintenant, quand je repense au voyage que j'ai fait, je me dis que j'aurais
pas forcément dû les organiser comme j'ai fait, mais bon, je savais pas et en fait, c'est grâce à ça que j'ai appris. Donc j'ai vu beaucoup de choses et ensuite quand je suis revenue en Norvège, donc en 2018, quand j'ai déménagé ici pour de bon, j'ai décidé d'aller un peu plus loin entre guillemets donc j'ai commencé à acheter du matériel de camping, etc., plus de matériel de randonnée pour explorer la Norvège un peu plus en profondeur, on va dire. J'ai lu dans ton livre, tu disais en rigolant que tu avais dépensé tout ton premier salaire en Oui. matériel de camping. Ouais, exactement, parce que c'est cher hein, quand même. Et ouais, c'est Quand cher, tu ouais. enfin la météo en Norvège, c'est pas Disons c'est qu'il faut pas être enfin équipé camping hiver, quoi. Donc c'est que c'est ça coûte ça, plus cher, ouais. quoi. Ouais. Donc ça coûte plus cher, exactement. Et du coup voilà, je suis revenue ici, j'ai commencé à partir dès que en fait en fonction de la météo, quand il faisait beau, je partais le week-end avec ma tente, ma voiture. En fait, c'est pour ça que je voulais acheter du matériel, c'est que du coup on est très flexible. Avec une voiture et du matériel de camping, on peut aller n'importe où, n'importe quand, juste en suivant la météo s'il fait beau. Et j'ai un travail aussi assez flexible, donc si je veux poser une journée au dernier moment ou des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Du coup, Si tu vois que c'est la grâce météo à va tout être ça. super le week-end, tu peux poser un Exactement, vendredi ou un lundi et partir 3 jours, quoi. exactement. Et c'est ce que j'ai fait en fait depuis 4 ans. Et en plus, au mois de mai, juin, qui sont un peu les mois où j'aime beaucoup voyager en Norvège, il y a beaucoup de jours fériés, il y a beaucoup de ponts, donc il y a beaucoup Et il n'y de a pas très encore longs les touristes. week-ends. Ouais, et pas encore les touristes. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à voyager en Norvège. Et bon, l'hiver aussi, je voyage, mais quand je pars en hiver, je fais pas vraiment de camping, c'est plutôt des Airbnb, etc. Dans ton livre, il y a tout plein de conseils pour justement les gens qui veulent faire du camping ou qui sont en van ou en camping-car, qui sont flexibles, qui n'ont pas un logement fixe. Mhm. Mais il y a aussi beaucoup de recommandations pour faire des promenades dans les coins les plus connus parce que c'est les plus beaux, mais justement pour éviter un peu tous les spots où tout le monde Ouais. va. Et quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, mais enfin, il y a quelqu'un qui a fait un livre là-dessus, quoi. Parce que moi, là, je le fais plus les 2 dernières années avec la pandémie, et puis cette année, je peux pas le faire à cause de mon travail, mais j'ai été guide pendant 5 ans, les étés. Ouais. J'ai fait des tours aussi un peu hors saison, mais principalement les étés. Et c'est vrai que je l'ai dit dans plusieurs épisodes du podcast, mais la Norvège est un peu victime de son succès l'été, en tout cas par rapport au rush de l'été. Et c'est vrai que tout le monde va aux mêmes endroits, les tours envoient les bus de touristes, mais Ouais. sur les mêmes routes, sur les mêmes plateformes, sur les mêmes parkings. Enfin, et effectivement, moi, je suis comme toi, j'ai vu plein d'endroits en Norvège grâce à mon travail de fixeuse pour les productions et puis justement en tant que guide aussi où j'ai eu l'opportunité d'aller jusqu'au Lofoten, au Cap Nord, etc. J'ai vu plein d'endroits différents et quand on trouve des petites pépites comme ça qui sont mais tout aussi magnifiques et au milieu de nulle part et pas connues, on se dit mais pourquoi tout le Ouais. monde va au même endroit? Enfin, c'est agaçant Mhm. quoi. Et en plus, ça rend Bah d'un le, côté, tant mieux, parce que tant mieux pour nous, du coup. oui, mais c'est vrai que je pense aux Ouais. touristes et du coup, ça leur rend l'expérience presque désagréable. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, en tout cas, moi, en tout cas, sur les Ouais. 5 ans de guidage, j'ai vraiment vu une différence entre la première année et la 5e année. Il y avait vraiment de plus en plus de monde. Et je me rappelle d'une année où j'étais à Flom en plein mois de juin. Enfin, mais c'était du délire. Ah ouais? On était sur les Champs-Élysées, qu'on ne pouvait pas marcher sur le port. C'était Du coup, rempli, ça enlève tellement de charme mais ça enlève de ces tout le paysages. charme Ouais, en c'est... fait. Et c'était un tour qui était un petit peu différent, où on était plus flexible. C'était un tour avec un petit groupe, on était en minibus et tout. Et du coup, j'ai dit au groupe, j'ai dit, on avait du temps. Je dis, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez rester là? Et ils m'ont coupé la parole. Ils m'ont dit, on se casse. Partons de là, on n'en peut plus. Ouais, ouais, ouais. Et c'est tellement dommage parce que Flôme, le hors saison et l'hiver, mais c'est tellement magnifique Mhm. et c'est tellement sublime et tout. Mais l'été, c'est insupportable. Ouais. Ouais, je suis Je d'accord. sais pas Mhm. si tu as eu l'opportunité d'y aller vraiment au rush, mais genre tu peux même pas rentrer dans les boutiques quoi. Enfin c'est du délire. Du coup c'est vrai que dans ton bouquin ce qui est très chouette c'est que tu donnes justement des alternatives pour faire des promenades et pour aller visiter pour aller voir des fjords qui sont très connus mais par d'autres chemins en Ouais, fait. Donc exactement. vraiment je me suis dit mais yes quoi, enfin. Ouais. Ou alors des conseils pour voir, parce que moi-même, hein,
je vais dans les endroits hyper touristiques parce qu'il y a bien une raison pour laquelle ils sont Mais oui, c'est touristiques, ça. c'est que c'est magnifique. C'est juste, il faut bien planifier ça pour ne pas y aller en même temps que la masse de touristes. Exactement. Donc c'est juste, en fait, je dis pas il faut absolument éviter les endroits touristiques parce que c'est quand même des endroits magnifiques. C'est plutôt comment y aller quand il y a personne. C'est ça, les périodes un petit peu à éviter, quoi. C'est ça. Et puis même si, par exemple, je suis allée au Lofoten au mois de juillet, qui est je pense, le pire mois pour aller au Lofoten. Ouais. Mais en fait, j'ai fait beaucoup de rando tard le soir ou la nuit ou très tôt le matin. Oui, c'est ce que tu expliques dans le livre, ouais. Et en fait, c'est incroyable parce que t'es en décalé, quoi. Je suis en décalé et c'est le moment où la lumière est magnifique parce qu'il y a le soleil de minuit, le ciel est plein de couleurs et en fait, c'était beaucoup mieux que de faire des randos en journée. Avec tout le monde. Enfin, Après, on peut pas toujours, bon, si on est en famille avec des enfants, etc., c'est qu'on peut pas forcément faire la randonnée la nuit et dormir la journée. Enfin, c'est un peu... Mais oui, faire une randonnée à 9h du soir, par exemple, ça aide déjà beaucoup plus que de faire la randonnée à midi, quoi. Oui, et c'est vrai que l'été, on a l'avantage d'avoir le soleil de minuit et du coup, on n'est pas du tout embêté par les nuits. Et puis, dans le cas de Lofoten, c'est vraiment des petites montagnes, donc c'est pas des randonnées qui prennent beaucoup de temps. Donc, on peut commencer une randonnée à 9h du soir et être revenu à la voiture à 11h, quoi. C'est pas... Ah oui, en faisant l'aller-retour, on peut faire ça sur 3 heures, quoi. Même moins, il y a des randonnées très, très courtes. Mais du coup, voilà, c'était ça comment j'ai eu l'idée du livre, c'était que je voulais aider les gens à avoir ces moments qui m'ont fait tomber amoureuse de la Norvège, ces moments où on est face à la nature et c'est incroyable, etc. Et en fait, je me suis rendu compte en commençant à écrire le livre que ces moments-là, je les trouvais en faisant deux choses entre guillemets. Premièrement, en évitant les touristes et deuxièmement, en trouvant le beau temps. Et du coup, c'est pour ça que le livre, il est très focus sur ces deux points-là, entre guillemets, suivre la météo et éviter les touristes. C'est vraiment les deux points importants du livre. Tout est construit autour de ça. Le seul cas où le livre peut-être peut ne pas correspondre forcément, c'est si on... Alors après, il y a tout plein d'autres bons conseils, donc dans tous les cas, je vous recommande le livre, mais c'est vrai que c'est un peu plus axé, comme je disais, sur le côté camping, en tente, camping-car ou van, mais un peu moins si on est en logement fixe, et tu le dis dans le livre d'ailleurs, tu le dis effectivement, si on est en logement Airbnb ou en hôtel, on peut moins s'adapter, quoi. En fait, j'ai justement fait ce livre pour qu'il s'adapte à n'importe qui. Et donc, en fait, ce que je dis dans le livre, c'est que c'est beaucoup plus facile si on est en tente, en camping-car, etc. Mais c'est pas non plus impossible si on est en Airbnb parce qu'il y a des moments où il faut bien... moi-même, parfois, je voyage en Airbnb et il faut réserver à l'avance. Et du coup, j'explique dans ces cas-là comment faire parce qu'on peut quand même éviter les touristes, on peut quand même essayer d'être un peu flexible. C'est juste qu'on sera moins flexible qu'avec les autres types la tente, etc. Ouais, je pensais plus par rapport au côté météo, tu vois, par exemple, moi, il m'est arrivé, c'était il y a 3 ans, je crois. Donc moi, j'habite à Tønsberg et on voulait aller en vacances vers Ålesund. Donc on a fait toute la route en une journée, c'est quand même enquillé 700 ou 800 kilomètres. Et on est arrivé là-bas sous un temps mais catastrophique, mais de la grosse pluie. On était équipés, on était en tente, mais c'était du petit matos, tu sais. On a la tente qui se jette là 2 secondes. On était bien équipés, mais équipés en camping un peu été, tu vois. Ouais, camping été. Camping été, et au bout de 2 jours, la tente, elle était plus du tout imperméable parce qu'il pleuvait, mais en continu. Enfin, on était trempés, on ne pouvait pas se faire à manger. Enfin, c'était un peu compliqué. Et justement, on s'est dit, ok, on va regarder la météo, puis on va bouger, on va aller ailleurs. Sauf qu'en fait... il pleuvait partout. Mais il pleuvait partout. C'était un truc de fou. C'est vrai qu'il y a des moments dans l'année, parfois il pleut dans toute la Norvège. Mais il pleuvait, alors pas partout, mais vraiment dans je dirais dans un kilomètre, dans un rayon de genre presque 200 km autour, c'était un mauvais temps. Ouais. Et en fait, il faisait beau que chez nous. Et du coup, on est rentré. Retour à la maison. Et du coup, retour à la maison. Ouais, c'est alors, on a fait sécher la tente dans le jardin. Et le lendemain ou le surlendemain, on est reparti, mais autour de chez nous, en fait. Parce que c'était la seule région où il faisait beau.
Bah, Donc vous c'est aviez dans ce raison. sens-là que je veux dire que des fois, des fois, il fait tellement moche sur un Ouais. grand Des fois, rayon t'as pas le choix. que des fois, on n'a pas le choix, quoi, malheureusement. Non, c'est vrai. Mais du coup, dans ces cas-là, on est content d'avoir si on a une cabine ou un Airbnb ou un truc comme ça et pas une tente, quoi. Donc, il y a vraiment le pour et le contre, hein, Exactement. D'ailleurs, un petit conseil pour les auditeurs, si vous préparez un séjour complètement tente, camping, etc., et que effectivement ça vous arrive d'avoir du mauvais temps, n'hésitez pas à regarder dans les campings et à demander la dispo des cabines, parce qu'en fait, c'est vrai que, on va en parler après, hein, de la différence camping et camping sauvage, mais rien que de poser sa tente dans un camping, c'est quand même assez cher en Norvège. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose en dessous de 200 couronnes, Non. Et parfois, 200. les cabines sont pas beaucoup plus chères que les Exactement. emplacements Et de nous, ça tente. nous est Ouais. arrivé aussi. On était dans un camping où je crois qu'on payait 250 couronnes sans l'électricité, juste pour poser la tente. Et on a trouvé, il faisait pas beau, et du coup, on a demandé, on a trouvé une cabine pour peut-être 400, quoi. Ouais. Du coup, ça vaut le Donc, coup. Ouais. ça vaut le coup. Un Ouais, peu on de était à confort pour l'abri. quelques jours. Exactement. Donc, n'hésitez pas à regarder les prix des cabines dans les campings. Quelquefois, ça vaut le coup. Bon, sauf au mois de juillet parce que tout est complet. Ouais, ça dépend de où vous êtes, effectivement. Ouais. Tu disais aussi dans le livre qu'il fallait faire attention à ne pas s'attendre à voir tout ce qu'on avait vu sur les réseaux sociaux, Oui. les photos magnifiques Oui. sur Insta et tout ça. C'est vrai que c'est un gros sujet. Oui, bah c'est pour ça que tu disais tout à l'heure que tu vois une différence quand tu as été guide entre la première année et maintenant, Ouais, parce que ça a énormément changé maintenant. Enfin, moi j'ai découvert beaucoup d'endroits grâce à Instagram, donc je suis très contente que ça existe, mais il faut aussi, comment dire, il il faut savoir faut, ce qu'il y a derrière un faut petit faire peu, la quoi. part des choses. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Donc non, c'est hyper important parce que enfin, j'ai montré des exemples dans le livre où j'ai pris des photos du même endroit, une photo un peu la photo parfaite de Instagram où La il fait photo beau, tout Insta, est ouais. parfait, pas de touristes, etc. Et le même endroit à un autre moment où il fait pas beau, où et vraiment t'as l'impression, enfin c'est vraiment différent quoi, c'est vraiment une expérience différente. Donc il faut pas s'attendre à voir tout ce qu'on voit sur Internet. Et je pense que tout le monde le sait plus ou moins, mais on le sait, mais on espère quand même qu'on le verra Ouais. quoi. Et ça peut aussi ne pas forcément être une expérience négative. Moi, je sais Ouais, ouais, que ouais. plusieurs fois, j'ai fait des tours en bateau avec des groupes dans les fjords où on a commencé le tour où les gens étaient un peu déçus, ils disaient oh Mhm. c'est couvert, on va pas bien voir et tout. Mais en fait, il y avait une lumière de dingue Ouais. avec les nuages un peu pris dans la montagne. Enfin, c'était Ouais, trop ça beau, peut être quoi. magnifique. C'est pas Ça parce peut qu'il être fait pas magnifique. beau entre guillemets que c'est pas. Faut juste, je pense, être ouvert à n'importe quelle condition et accepter ce qu'on a en fait, parce que de toute façon, on pourra pas Exactement. changer comment c'est. Et Ce que je trouve chouette en Norvège, c'est qu'effectivement, avec tous ces points-là, on est vraiment confronté au fait que bah, c'est la nature, on peut pas le ouais, contrôler, il faut prendre comme c'est, et il faut savourer le moment tel qu'il est, quoi. ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Il faut pas ressasser. Oh non, j'aurais voulu que ce soit comme ça. Ou par exemple, il y a des photos très connues, par exemple de Lovatnet ou de Loen avec la réflexion parfaite des montagnes Ouais, sur l'eau, etc. Et c'est des photos qui sont hyper connues sur Instagram et du coup c'est un lac qui est devenu très très populaire et il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Mais il y a très peu de jours dans l'année où ça va ressembler à c'est ça parce vrai, qu'il faut qu'il c'est fasse vrai. beau, il faut pas qu'il y ait de vent pour qu'il y ait la réflexion Pour qu'il y ait parfaite la des montagnes. réflexion, ouais. Enfin, il y a plein de conditions qui s'accumulent qui font que cette photo parfaite, elle existe que quelques jours dans l'année et et du coup, la plupart des touristes le verront pas comme ça, en fait. Mais Ça veut l'endroit est pas dire que c'est pas tellement... beau, c'est Bah, c'est ça. ça, c'est que l'endroit est tellement fou de toute façon, est tellement Oui, beau que même si on n'a pas cette réflexion-là, ce sera beau. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment pas partir avec ces c'est idées ça. d'images qu'on va avoir et profiter de la Parce que ce nature telle sera qu'elle est. bien dans tous les cas. Ouais, Ça ouais. sera bien dans tous les cas, quoi. Enfin, j'ai j'ai rarement, enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un rentrer d'un voyage en Norvège dire oh là là, c'était pourri. Enfin, Non. c'est rare quand même. Non, mais j'entends parfois des gens qui sont un peu déçus, tu vois, parce que qui avaient Des attentes ouais, des différentes. attentes, en fait, pas forcément différentes, mais très précises. Et du coup, si c'est un peu différent, Ils sont déçus. bah, c'est ça. Alors que c'était pas forcément pas bien, quoi. Donc, je pense qu'il faut vraiment être ouvert à n'importe quelle expérience. Enfin, ça peut être, c'est vraiment imprévisible. Il y
Il y a une chose que tu montres aussi dans le livre qui est très intéressante et qui est très importante. Encore une fois, des moments que j'ai vécus sur les tours avec les groupes de touristes, c'est que tu montres une photo, par exemple, de la plateforme de Stegestein au-dessus vers Flom, justement. Et donc, super, une photo où on est tout seul au bout de la plateforme. Et puis, effectivement, quand tu recules, bah, il y a une queue de 1 heure où tout le monde veut Ouais. attendre pour faire la photo, comme sur Prekestolen, comme sur Trolltunga, Mhm. comme à plein d'endroits, comme à Senia. Et ça, c'est vrai que il faut aussi y être préparé en tant que touriste. Ouais. Si vous faites des randonnées très populaires au moment de rush, vous allez être à la queue Ouais. leu sur les C'est chemins ça. de randonnée. Au mois de Vous aurez juillet, en tout cas, ouais. Ouais, vous aurez pas du tout ce côté sauvage, regarde ce lac fantastique au milieu des fjords. Non, vous serez vraiment à la queue leu et vous attendrez à arriver en haut 1 heure pour aller prendre votre photo, quoi. Donc Ouais. faut y être préparé. Après, je comprends qu'on ait envie d'aller dans ces endroits, hein. C'est si, comme je disais tout à l'heure, s'ils sont connus, c'est parce qu'ils sont magnifiques. Et donc le plus simple, c'est juste de randonner très tôt le matin ou un peu tard le soir, parce que, enfin, c'est quand même possible de voir ces endroits sans tous les touristes. Faut juste bien planifier ça, quoi. Ouais. Moi, le conseil, c'est vrai que je donne le plus aux gens qui m'écrivent, c'est que, évidemment, si on est dépendant des vacances scolaires avec les enfants, on n'a pas toujours le choix. Mais si vous pouvez, si vous avez le choix, essayez de venir un peu avant ou un peu Ou un peu après. après, ouais. Ouais, quelquefois, enfin, moi, j'ai fait des tours tard hein, dans la saison, jusque Oui, jusqu'à mi-septembre. début septembre, ouais, ouais. Ouais, jusqu'à mi-septembre. Alors, effectivement, le mois de septembre, c'est de la transition quand même, hein. On sent que ça change, les paysages changent, les couleurs changent, etc. Mais fin août, disons de mi-août à mi-septembre, en général, il y a beaucoup moins de monde. Ouais. Et c'est une période qui est super pour venir découvrir la Norvège, quoi. Ouais. Et puis après, enfin, la météo, c'est imprévisible. Il peut faire super beau au mois de août, septembre et pleuvoir Ouais. au mois de juillet. Parce que je reçois aussi beaucoup de messages de gens qui me demandent quand partir. Et souvent, je dis qu'il faut éviter juillet. Et la plupart des gens me disent, oh, mais pourtant, c'est le mois où il fait le plus beau. Si je pars fin août, j'ai peur qu'il fasse pas Ouais, mais beau. Mais pas en fait, forcément, ouais. ça, c'est pas vrai. Enfin, en Norvège, ça change tout le temps. C'est C'est imprévisible imprévisible. de toute façon, ouais. Ouais. Ma sœur est venue me voir l'année dernière au mois d'août avec ma maman. Et il a fait 25 degrés. Et voilà, c'était imprévisible. L'année d'avant, à la même période, il faisait 10 degrés et il pleuvait. Enfin, ça change tous les ans. C'est impossible de savoir. Et c'est impossible de prévoir, ouais. Un autre conseil aussi, puisqu'on est un petit peu dans le bloc météo que tu donnes, moi j'utilise principalement l'application qui s'appelle YR, que j'ai donnée dans plein d'autres podcasts, qui fonctionne très bien, qui est assez précise, mais comme tu le dis dans le livre, parce que c'est un temps de montagne en fait partout en Norvège, donc c'est difficile de le prévoir sur de la longue période, donc ne prévoyez pas au-delà de 2 jours, quoi. Exactement, ouais. Ça sert à rien de faire des plans en disant tiens, dans 5 jours il va faire beau donc je vais Ouais, aller là. ça sert Non, à ça rien. peut changer, mais de Non. complètement. Après, je trouve que, en fait, regarder sur le long terme, ça peut servir pour les gens qui sont flexibles et qui voyagent en van, en voiture, etc. Parce que du coup, ils peuvent se dire, OK, dans une semaine, ce sera peut-être mieux d'aller plutôt vers le nord ou plutôt C'est vers le vrai. sud. En Mais pas pour, anticipation de voilà. mouvement, quoi. Ouais. Mais pas pour planifier un truc précis, une journée précise, quoi. C'est plutôt, on va plutôt aller vers le sud, plutôt aller vers là, Ouais. etc. Par contre, c'est vrai que je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que l'appli, elle est quand même très précise. Par exemple, sur Ouais, une elle est très journée, précise, ouais. effectivement, on peut Ouais, se dire ouais. tiens, attends, non, on va attendre 14 heures parce que ça se lève à Ouais. 14 heures, donc ça marche plutôt bien le Ouais, détail. elle est quand même précise. Après, c'est juste que bon, s'ils disent qu'il va faire pleuvoir le matin et faire beau l'après-midi, en général, c'est vrai. Après, les heures sont peut-être pas Oui, exactes, c'est pas à la mais minute non plus, ça mais. donne quand même un bon aperçu de ce qui va se passer dans la journée. Ouais. Ce dont on parlait avant, là, le symptôme qui est accentué par les réseaux sociaux, donc ça a un nom, hein, ça s'appelle La la FOMO. fear of missing out, donc la FOMO. Donc si vous lisez ça sur des articles ou sur des guides de voyage, c'est ça. Donc la FOMO, fear of missing out. Alors ça, vraiment, il faut l'oublier quand on voyage en Norvège parce que en fait, voilà, c'est le fait d'avoir une liste, enfin de vouloir absolument voir ça, 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 et d'avoir peur de rater si on va pas voir ces choses-là. Et en fait, enfin moi, ça fait 6 ans que je voyage en Norvège très souvent et j'ai toujours pas tout vu. Donc de toute façon, vous allez forcément rater des choses, c'est obligé.
Donc c'est juste, faut essayer de faire le... Mais tout le monde n'en a pas conscience, hein. Je sais pas toi, mais moi je reçois des messages de gens qui me disent: «Je veux faire le tour de la Norvège en 10 Ouais, jours». ouais, c'est vrai. Comment je fais? Bah, écoute, On fait pas. on fait pas. Non, faut juste se concentrer sur faire le mieux du temps qu'on a et profiter le plus possible des choses qu'on voit sans essayer de tout faire et tout voir en fait. Parce que ouais, enfin comme tu dis, en 10 jours, même en 2 mois, enfin c'est pas possible de tout faire. Et même si c'était possible de tout faire entre guillemets, disons que quelqu'un qui part pendant 2 mois avec son camping-car et qui a fait un itinéraire en passant par tous les plus beaux endroits de la Norvège, il ne verra pas tout au final parce qu'il y a des endroits où il fera pas beau, donc au final il va les passer, etc. Enfin, on pourra jamais tout faire, donc faut pas avoir peur de missing out. Tu donnes aussi le conseil dans le livre de faire une carte justement avec les points que l'on vise, même si on va pas tous les faire. Mais c'est vrai que c'est bien de faire ça pour se rendre compte parce que la logistique en Norvège, c'est quand même un gros truc. Quand je travaille comme fixeuse pour les productions, c'est une grosse part du boulot. Parce que on se rend pas compte quelquefois, si on regarde sur Google, entre deux points, on peut avoir 20 kilomètres. Du coup, on va se dire, oh, bah 20 kilomètres, je sais pas, je l'ai fait en 10 minutes, enfin, je sais pas, un quart d'heure, 10 minutes. Et en fait, c'est 2 heures, quoi. Ouais. Enfin, ça peut être ça. Donc, faut vraiment faire attention à quelle route on va emprunter, bien se renseigner. Certaines routes qui sont Euh, fermées aussi à certains moments de l'année, etc. Exactement. Là, du coup, je sais pas si tu as vu là avec l'avalanche qu'il y a eu sur la route des Trolls Oui. et puis Mhm. en haut là justement, je viens de recevoir un message de quelqu'un qui m'a dit oh mince, bah du coup je vais C'est pas pouvoir fermé. y aller au Ouais. mois de mai. Alors je lui ai répondu mais de toute façon cette route elle est fermée au mois de mai. Elle Oui. ouvre que début juin. En général Ouais. entre fin mai et début juin. Et du coup cette personne-là m'a répondu ah mince alors du coup j'ai mal planifié mon voyage. Oui. Eh ben oui, voilà, je lui ai répondu bah oui. Il faut bien aller sur le site des routes touristiques de Norvège pour vérifier parce qu'il y a plein de schémas différents. Il y a des routes qui ouvrent toute l'année mais qui ferment la nuit. Il y en a qui ouvrent que tard dans la saison parce que c'est vraiment trop enneigé. Et il y a des routes aussi qui peuvent fermer. Moi, ça m'est arrivé au mois d'août Oui, juste un jour d'avoir, comme ça, s'il y a un ouais, éboulement ou des trucs, enfin, ça peut être exactement, pour d'avoir n'importe quelle raison. la route des Ouais, ouais. neiges là qui était fermée vers Lardal, qui était fermée pour 2 jours. Donc, Ouais, pour bah, toujours. on n'a pas pu la prendre. Bah, tout ça, je l'explique dans le livre aussi, et du coup, je donne plein de liens pour, en fonction de tous les cas que tu viens d'expliquer, quel site consulter pour savoir l'état des routes, etc., dans l'année ou le jour même, etc. C'est hyper bien documenté, donc il faut juste savoir qu'il faut faire les recherches, mais c'est facile une fois qu'on sait qu'il y a ce C'est ça. problème-là Ça prend de du temps trouver les aussi infos. d'organiser Ouais, le séjour, mais c'est important parce que par exemple, cette route des trolls, si on l'avait planifiée qu'elle est sur le chemin et que quand on arrive en bas, elle est fermée, le détour pour aller rejoindre la ouais, vallée, c'est 4 heures. ouais. Donc, du coup, là, le planning, il est complètement chamboulé. Si on avait un planning qui était vraiment à respecter un peu à l'heure près, bah là, c'est foutu, quoi. Ouais. Après, je conseille de pas avoir des plannings comme ça très précis. Par exemple, je suis sur plusieurs groupes sur Facebook pour voyager en Norvège, enfin des groupes souvent en anglais de voyageurs du monde entier qui veulent des conseils. Et souvent, donc, les gens proposent leur planning, leur itinéraire, et demandent des conseils sur ce qu'ils ont planifié. Et ils ont planifié, donc par exemple, un voyage 1 an à l'avance, et tu vois, dans toute la journée, donc à 8 heures, on Ah va oui, là, d'accord. à 9 heures, on va là, à midi, on va prendre le lunch ici, à 14 heures, on fait cette rando, et tout est planifié 1 an à l'avance sans savoir quelles seront les Le conditions. restaurant Enfin, il sera peut-être fermé. enfin, je trouve ça fou, en fait, les Ouais, gens se c'est un rendent peu pas fou, compte ouais, qu'il ouais. faut, Ça marche peut-être dans certains pays, hein. oui, c'est ça, je pense, mais en Norvège, vraiment pas du tout, parce que il faut vraiment s'adapter à la météo, aux conditions, et donc vaut mieux être. En fait, c'est pour ça que ce dont tu parlais juste avant, que je conseille de faire une carte avec sur lesquelles on met tous les endroits qui nous intéressent, sans se dire on va tout faire, mais comme ça, au moins, on a la carte et Ça donne une idée, ouais. voilà. Euh, on est là, on sort la carte, enfin sur son téléphone ou peu importe, on regarde qu'est-ce qu'il y a autour de nous qu'on avait sauvegardé.
Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que il fait pas beau? On va peut-être du coup plutôt partir vers là-bas, etc. Donc cette carte, c'est comme tu disais, faut pas la prendre, faut pas vouloir tout faire et avoir la FOMO, avoir peur de rater parce qu'on va forcément rater des choses, on ne pourra pas voir toute la carte, mais c'est un indicateur de qu'est-ce qu'on peut faire, où aller en fonction de la météo, etc. Et ça, c'est vraiment très bon conseil. Moi, c'est vrai que ça fait pas très longtemps que je l'utilise. Je l'ai découvert un petit peu avec mon travail de fixeuse, mais ça se fait sur Google Maps. C'est gratuit. On peut vraiment, comme tu l'expliques très bien dans le livre, faire des classés avec tout ce qui sera les randonnées, les restaurants, les visites à faire, les musées, etc. On peut se faire des points classés qu'on peut soit consulter sur l'ordinateur, soit sur le téléphone, et du coup l'emmener avec nous quand on part en voyage. Donc c'est vrai que Ouais. c'est très pratique, c'est un très bon conseil. Par rapport au côté saison, tu dois très certainement, tout comme moi, recevoir aussi beaucoup la question, à quelle période c'est mieux de venir, visiter la Ouais. Norvège? Globalement, est-ce que c'est mieux l'été ou est-ce que c'est mieux l'hiver? Alors, Oui, ça c'est la grande question. Est-ce que c'est mieux l'été ou est-ce que c'est mieux l'hiver? qu'est-ce que tu réponds? Les deux, c'est deux pays différents, l'été et l'hiver. C'est vraiment pas le même voyage, c'est vraiment différent. Si je devais choisir, franchement, je peux pas donner de réponse parce que moi j'adore vraiment les deux et du coup ça va être très personnel en fait. Si on doit venir en Norvège qu'une seule fois dans notre vie, du coup la réponse hiver ou été va être très personnelle parce que par exemple l'hiver, euh, on peut pas faire de randonnée sauf si on fait du comment ça s'appelle, le ski de randonnée, etc. et qu'on Ouais. connaît un peu la montagne et qu'on peut voir où est-ce qu'il y aura des avalanches, etc. Ou alors il faut payer un guide Ou et c'est partir assez avec un cher, guide? Ouais. c'est ça. Sinon, parce que quand la première année où j'étais en Norvège, j'ai fait quelques road trips en hiver et du coup c'était juste, voilà, on prend la voiture et on fait des petits road trips, mais pas de grosses rando, etc. Et on avait adoré, mais C'est un peu frustrant, hein? oui, voilà, c'est un peu frustrant parce que L'hiver par rapport au côté marche, c'est vrai qu'on peut pas trop se déplacer ou alors il faut, raquette ou ski, quoi. c'est ça. Et puis même quand on a un raquette ou ski, ça peut être très dangereux si on connaît pas bien la montagne. Enfin moi je conseille pas vraiment de s'aventurer en raquette dans des endroits qu'on connaît pas forcément sans guide parce que même si ça a l'air plat, etc., il peut y avoir une avalanche qui se déclenche au-dessus de nous. On pense que c'est loin, mais en fait elle va descendre la vallée et Et on sait jamais ce qu'il y a en dessous aussi, hein. On peut être, vite sur un c'est lac ça. gelé, avec un trou. Moi je dirais que les points positifs de l'hiver, c'est que c'est quand même, bon, déjà il y a beaucoup moins de touristes et c'est carrément magique en fait quand tout est recouvert de neige, etc. C'est C'est vrai. surtout dans le nord de la Norvège, c'est vraiment magique. Et évidemment, il y a les aurores boréales, donc ça, on peut pas les voir l'été. Donc c'est vraiment une atmosphère particulière l'hiver. Et par contre, je recommande si on vient en hiver, si on vient en Norvège en hiver, d'aller dans le nord de la Norvège parce que les fjords du sud enneigés c'est magnifique, mais c'est pas souvent que c'est complètement enneigé, etc. Parce que il fait pas aussi froid Il fait que plus dans le doux, ouais. nord. Mmh mh. Ouais. Et ça peut être magnifique, mais c'est un peu moins prévisible, on va dire, que le nord de la Norvège. Donc l'hiver, moi je conseille le nord, les Lofoten, l'île Senja, la région autour de Tromsø et même encore plus au nord. Tout ça c'est magnifique. Et du coup voilà, comme on a dit, les points négatifs de l'hiver, c'est qu'on peut pas trop faire de randonnée, etc. Sauf si on fait du ski de randonnée, donc le ski avec les pots. Ça, c'est incroyable. Mais encore une fois, il faut soit s'y connaître, soit pouvoir payer un guide. Et du coup, l'été, c'est plus pour euh, si on veut faire de la randonnée, du camping et toutes les activités outdoors, enfin, profiter de la Norvège. En fait, on profite de la Norvège et de la nature vraiment différemment l'été que l'hiver, quoi. Mais du coup, il n'y a pas les aurores boréales, il y a plus de touristes. Bon, sauf si on part en mai-juin, on peut un peu encore éviter les touristes. Tu dirais quoi, toi? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est exactement ce que je recommande aussi aux personnes qui m'écrivent quand ils me posent la question. Je dirais juste une petite précision par rapport à, en tout cas pour ma part, hein, parce que moi c'est ce que j'ai expérimenté et du coup je pense que c'est un bon conseil, c'est que si on part en mode hiver, comme tu l'as dit au nord de la Norvège, effectivement, bah, l'hiver on a quand même les nuits polaires.
Mhm. où on n'a pas du tout de luminosité. Donc, même si on y va pour aller à la chasse aux aurores boréales, on va pas aller à la chasse aux aurores boréales 10 heures par jour. Non. On va le faire quelques heures dans la journée ou plutôt le soir. Donc, c'est vrai que du coup, c'est un peu embêtant parce que la journée, ça se lève un petit peu quand même dans les périodes de nuit polaire. Je dirais qu'entre 11 heures et 13 heures, il y a un petit peu de luminosité. Mais il fait quand même nuit la plupart du temps. Donc, c'est vrai que c'est. Pour aller se promener, etc., c'est un petit peu compliqué. Donc, moi, ce que je recommande, c'est d'y aller un tout petit peu plus tard. Moi, c'est ce que j'avais fait pour aller à Tromsø. J'avais fait mon premier voyage aurore boréale, motoneige, chien de traîneau, la totale, en mars. Et du coup, c'était super parce qu'on était encore en mode hiver, donc on a pu voir des aurores boréales le soir, mais on avait plus de luminosité la journée, donc on pouvait faire plus d'activités. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais parce que, bon, déjà venir en Norvège, c'est cher, tout court, quelle que soit la saison. Mais c'est vrai que faire un trip comme ça, en mode, si on fait des activités, motoneige, chien de traîneau, c'est quand même un Qui budget. fait nuit. Et voilà, si on vient, qu'il fait nuit, qu'on peut pas en profiter. Après, il y a des possibilités. Par exemple, je sais qu'il y a des longs safaris en motoneige où justement on peut aller voir des aurores boréales à motoneige. Donc, ça peut être une combinaison comme ça. Mais si on veut en profiter un petit peu, comme tu disais, l'île de Senja, que moi j'ai découverte aussi à ce moment-là, que j'adore, qui est magnifique, qui est pas très loin de Tromsø, si on veut y aller mais qu'il fait nuit tout le temps, c'est quand même pas pareil que quand il y a un petit peu de lumière. Donc c'est vrai que je dirais que de fin février à début avril, c'est une bonne saison. C'est ça en fait, que quand on part, en fait l'hiver dans le nord, ça commence, je sais pas, c'est entre novembre et avril, mais comme tu dis, il faut éviter, moi je dirais de novembre à janvier. À janvier, ouais. Sauf par exemple si on y va si on est photographe par exemple, bah, janvier et février c'est incroyable parce que la lumière est incroyable. C'est C'est vrai. euh, On a ces lumières polaires. c'est ça, même si on voit pas le soleil, le ciel est rose violet pendant C'est vrai. plusieurs heures et c'est vraiment magnifique. Et moi je suis allée à Senja pour la première fois, c'était en février, c'était début février. Ouais. Et donc évidemment, il n'y avait pas beaucoup de lumière, mais c'était magnifique, c'était incroyable. Et en fait, il faut aussi se dire que la nuit polaire, c'est pas jour et nuit. Enfin, ça dépend vraiment de où dans le nord on va être. Par exemple, au Lofoten, il y a beaucoup plus de lumière que si on est au Cap Nord, parce que c'est vraiment quand même des centaines de Mais il y en kilomètres a entre pas, il y les en a deux. pas longtemps quand même. C'est quand Non, même il y en a pas entre longtemps. 11 heures et 13 heures. Donc c'est vrai que si c'est Oui, un séjour qui coûte très cher et tout, c'est peu de temps pour aller se promener, quoi. tu vois, 11 heures et 13 heures, c'est par exemple au mois de décembre ou début janvier, peut-être qu'il y aura un peu voilà, de luminosité entre 11 heures et 13 heures. Mais si on y va fin janvier ou mi-février, et puis à partir de, comme tu dis, fin février, en fait, c'est vraiment, comment dire, au fur et à mesure. Je pense qu'à partir dès début février, évidemment, il va faire nuit entre 16 heures et 9 heures, Ouais, complètement nuit. ouais. Mais le reste des heures, c'est C'est magnifique. vrai. Et après, par contre, c'est vrai que ça grimpe vite, en fait. La Ouais, luminosité, très 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 vite. on gagne vraiment, je sais pas combien de minutes par jour, mais ça va très très vite. C'est pour ça que moi, c'est vrai qu'en conseil général, je donne plutôt ouais, fin février, mars. Parce que je trouve que c'est quand même une période pour profiter au mieux des Ouais. promenades. Et puis en plus, il fait pas très froid. Je raconte en rigolant dans un des podcasts que j'ai fait où je parle du climat l'hiver que moi j'habitais à Paris à l'époque quand j'ai fait ce Mhm. premier voyage-là. Et on s'est habillé, mais on allait à Tromsø, donc en mars. C'était fin mars en plus. Et on s'est habillé mais comme des ours polaires, quoi. Je me rappelle, mon copain Et il en s'est fait, vous acheté aviez trop chaud. genre une chapka en poil, enfin mais on a acheté des moon boots et tout, et, Hein, et on est arrivé comme ça et on a eu la honte de notre vie, quoi, parce qu'on est arrivé à Tromsø, il y avait pas, enfin genre il y avait hein. 1 millimètre de neige Il et faisait les 0 gens ils degré. étaient en jean, en basket, on s'est dit mais merde. Ouais, non, c'est vrai que, bah, surtout, ouais, les Lofoten, Senja, etc., toutes les îles du nord sur la côte. En fait, vu qu'il y a le Gulf Stream, il fait pas Ouais, aussi froid non. qu'on s'imagine. Et je suis sûre qu'à Oslo, parfois, il fait plus froid en hiver que là-haut, Ah quoi. oui, c'est tout à fait possible. Mais en fait, c'est juste que voilà, au bord de l'eau, il fait pas forcément très froid, mais c'est si on commence à aller en montagne, là,
voilà, faut être bien équipé. Ouais, notre équipement, on l'a utilisé, du coup pour Tromsø, c'était ridicule, mais effectivement, quand on est parti justement pour faire ce trip, en chien de traîneau, on avait pris un minibus, qui nous a amenés. On a roulé, je sais pas, peut-être 1 heure et demie en direction de l'intérieur des terres et là, quand on est arrivé, il y avait 1,50 m de neige et il faisait -25. Ouais, Donc là, ouais. on s'est dit: «Bon, bah, OK, on va la mettre, la doudoune et la chapka, on va tout mettre». Ouais. Puisqu'on est un petit peu dans en mode hiver, est-ce que tu aurais des conseils comme ça, un petit peu en général à donner aux gens qui vont venir en Norvège? Comment s'habiller, comment s'équiper, comment bien préparer son voyage en Norvège l'hiver? En fait, ça va dépendre vraiment de combien de temps vous pensez passer dehors. Parce qu'en fait, je me souviens de mon tout premier voyage dans le Nord, c'était à Senja. Enfin, Senja, Tromsø, on avait fait un long road trip. Et, euh, et en fait, au final, on avait pareil, comme toi, on avait pris beaucoup d'habits, etc. Mais on n'en a pas utilisé beaucoup parce que, en fait, on n'était pas beaucoup dehors. On sortait de la voiture pour prendre des photos, etc. Mais on restait pas dehors pendant 2 heures, quoi. Et dans ce cas-là, bah, il vaut mieux des chaussures qui résistent un peu à la neige pour pas avoir les pieds trempés, quoi. Un manteau d'hiver, mais on n'a pas besoin de grand-chose d'autre, quoi. Après, évidemment, si on va faire des randonnées, des sorties en raquettes, par exemple, en ski, là, il faut beaucoup plus s'équiper et surtout, en fait, avoir des habits pour n'importe quel type de météo. Donc, s'il se met à neiger ou s'il se met à pleuvoir, quelque chose de waterproof, etc. Et puis plusieurs épaisseurs. Vaut mieux avoir plusieurs épaisseurs d'habits plutôt que un gros pull ou un gros manteau. Comme ça, on peut enlever des couches quand on fait des Ouais, activités physiques. la technique de l'oignon. C'est ça, parce que en fait, ce qu'il faut éviter, c'est de transpirer. Donc, dès qu'on sent qu'on a un peu trop chaud et qu'on va se mettre à transpirer, il faut enlever une couche pour ne jamais être trempé, quoi. Et mais ça, c'est voilà, juste si on fait des activités physiques, parce que si on fait juste un road trip et que on va de point de vue en point de vue, il n'y a pas besoin de tout ça. Ça sert à rien de dépenser de l'argent dans du matériel super extrême pour les températures extrêmes si on fait un road trip tranquille comme ça. En mode hiver, puisque tu dis si on est en formule road trip par rapport à la voiture, c'est vrai que les gens sous-estiment aussi quelquefois un petit peu les précautions qu'on doit prendre quand on Oui, vient avec sa voiture en Norvège. ouais, Faire attention aux pneus, avoir de quoi déneiger, une petite pelle, des chaînes, ou etc. une C'est vrai que grosse finalement, il y pelle. a pas mal, ouais, ou une grosse pelle, ouais. Donc, il faut pas venir en mode été, l'hiver, quoi. Non, c'est ça. Je pense qu'il vaut mieux, enfin, si on vient faire un road trip en Norvège, il vaut mieux préparer sa voiture que soi-même. Que soi-même. Alors, si on loue une voiture en Norvège, évidemment, il y aura les pneus neige, il y aura tout ce qu'il faut. Bon, il n'y aura pas de pelle dans le coffre, hein, donc il vaut mieux en avoir une aussi. Mais si on prend sa voiture de France, il y a beaucoup de gens qui viennent avec des chaînes. Les gens utilisent des pneus neige parce que les routes, elles sont très bien déneigées. C'est juste qu'il faut des pneus neige pour pas glisser, quoi. Moi, même qui n'habite pas en zone de montagne, ça m'est arrivé 2 fois avec ma voiture d'être bloquée en bas d'une route. Oui, J'ai des pneus neige hein, sur ma voiture, mais j'ai glissé en fait avec la oui, voiture. La que voiture, elle a t'avais. glissé en bas et je ne pouvais pas remonter. Hein. Oui, parce que en général, moi, ça m'est déjà arrivé. C'est juste qu'il faudrait des voitures 4 roues motrices, quoi. Ouais, mais si on a une voiture normale, moi, c'est vrai que c'est le conseil que je donne à tout le monde, mais c'est ne venez pas sans chaîne, quoi. C'est la chaîne, ça peut te sortir parce que si on vient en Norvège avec sa voiture française, qu'on est français, qu'il faut qu'on appelle un garage avec une dépanneuse pour faire remonter une route. Parce que tu dis, ça fait sens d'avoir les chaînes pour la situation que tu viens de décrire. La fois où ça nous est arrivé, on allait dans un coin qu'on connaissait. En fait, on voulait s'approcher d'un camping pour poser la voiture puis aller se promener à pied. On voulait pas camper, mais juste aller se promener. Puis en fait, on s'est retrouvé en haut d'une route où justement ça descendait juste après, mais qui était complètement verglacée. On est parti enfin, tu vois, on pouvait pas anticiper que la route, elle allait descendre et puis que ça serait verglacé. Ça serait Enfin, verglacé, ouais. même si tu connais l'endroit et que tu sais que la Ouais. route, elle descend un peu, tu peux pas savoir, quoi. Ça, parce que ça m'arrive aussi. Cet hiver, j'ai emmené ma sœur sur des îles près de Trondheim et en fait, on s'est retrouvé sur une route complètement verglacée sur un pont en fait. Et j'ai réussi à m'en sortir, mais en fait, on allait voir un ami qui habitait là-bas, enfin qui était local, et quand je lui ai raconté, il m'a dit, mais en fait, pourquoi vous êtes allé là? Et c'est ça. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Enfin, j'aurais pas pu Pourquoi pas? savoir. Voilà, pourquoi pas? Et comment j'aurais pu savoir que ça allait être autant verglacé? Et pour lui, c'était évident que ça allait être Et verglacé en ouais. fait. Et Mais c'est moi, ça pour le moi, truc. je savais pas. Donc je pense que voilà, je pense que
savent plus de choses pour éviter de se mettre dans des situations comme ça. Certainement, mais du coup, quand on vient en tant que touriste et qu'on sait qu'on va explorer un peu, mais qu'on sait pas exactement où on va aller, je recommande quand même d'en avoir. C'est vrai. Surtout vu le prix des dépanneuses, des garages et tout en Norvège, je vous recommande d'acheter un jeu de chaîne à 30 €. Et du coup aussi, pour compléter la discussion sur qu'est-ce qu'il faut dans sa voiture, des couvertures ou des sacs de couchage. Parce qu'en fait, il est possible, si la voiture elle tombe en panne et qu'il fait moins 10 et qu'on doit attendre le dépanneur pendant 3 heures et qu'on n'a pas d'habits, on avait juste des habits pour faire de la voiture, quoi, et bah ça peut être presque dangereux. Ça peut être carrément dangereux même. Donc on n'y pense pas forcément, mais c'est important d'avoir de quoi rester au chaud s'il y a un problème. Et c'est vrai que quelquefois, un peu comme tu dis, les gens peuvent se dire non mais attends, ça va, je vais pas au pôle Nord non plus. Quand on dit aux gens prenez une pelle, mettez une pelle dans la voiture, ils disent non mais attends, arrête, ça va. Mais vous pouvez très bien garer votre voiture à un endroit, vous partez 4 heures, vous revenez, elle est recouverte de neige, vous la voyez plus la voiture. Oui, ou alors la neige qui est tombée, une mini avalanche entre guillemets, et que la route est un peu bloquée là où on s'est garé, des trucs comme ça, quoi. Ça peut être. Pour finir sur une note positive, les routes sont toutes très bien déneigées, c'est hyper. Là, on parle un peu plus des endroits si on se gare un peu en dehors de la route, quoi. Mais les routes, elles sont toujours super bien déneigées, il y a vraiment aucun problème. Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de cet entretien. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt!